Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de faire une excursion culturelle dans la très belle ville de Saint-Pierre qui met toujours un point d'orgue à mettre en valeur l'art et l'histoire. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Annabelle Guérédra. Bonjour. Bonjour Éléonore. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous lancez une très belle manifestation transversale avec beaucoup de pratiques, de techniques différentes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, c'est un projet qui nous a valu 1 an et demi de travail avec Henri Tolliot, qui s'appelle Cocoloba Caravelae Planète, qui a eu plein de formes différentes, dont des balades nocturnes de pleine lune, à la Caravelle justement. Et là, à Saint-Pierre, on a proposé l'ouverture de cette exposition, puisque du coup, à la fin, on est abouti à une exposition. Donc ça s'est passé samedi dernier, le 8 avril, où on a pu réaliser un très beau mapping sur la façade de la mairie de Saint-Pierre, et suivi du vernissage de l'exposition Cocoloba qui a lieu à la Maison de la Bourse et cette exposition qui dure jusqu'au 26 avril. Alors j'imagine que c'était beaucoup d'émotions pour vous parce que c'est un bébé que vous portez, que vous présentez au monde. Exactement. Beaucoup d'émotions, beaucoup de monde. Donc on a été très heureux de pouvoir drainer autant de monde à Saint-Pierre. Et surtout, c'était assez impressionnant ce mapping d'Henri Tolliot sur la façade de la mairie qui reprenait un peu l'histoire du peuplement amérindien de la Caraïbe, entre autres de la Martinique. Et moi, en danse, j'interagissais avec ce mapping sur une composition sonore de Renaud Bajeux. Et voilà. Et après, on a invité le public à se déplacer vers la Maison de la Bourse pour pouvoir assister à cette merveilleuse exposition. Et j'aime beaucoup le terme que vous avez employé tout à l'heure de transdisciplinarité, parce qu'on est vraiment là-dedans. Mais vous êtes une artiste protéiforme à l'origine. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi, je suis formée à la danse, à la danse contemporaine, mais aussi à des danses traditionnelles. Et j'ai aussi eu un coup de cœur depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, avec les arts visuels. Et donc, je flirte comme ça entre la danse, le spectacle vivant et les arts visuels. Et c'est ce qu'on appelle du coup la performance. Et donc, du coup, je me définis aussi comme une performeuse. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'exposition, des vidéos d'art qui retracent des performances réalisées en pleine nature. Alors le propre de la performance, c'est d'interagir avec le public, c'est d'avoir une action créatrice d'art. C'est ça. Alors là, effectivement, c'est assez ambigu ce que je propose avec Henri Tolliot, parce que vous avez tout à fait raison, la performance, si elle n'a pas son public, on ne peut pas l'appeler performance. C'est-à-dire qu'elle n'a lieu et elle n'existe que parce qu'il y a un public qui va interagir avec le performeur. Et du coup, l'œuvre d'art va devenir l'action du performeur. Et l'œuvre d'art va tourner autour du corps du performeur. Donc on n'est pas sur une représentation comme une peinture ou comme une installation, mais on est vraiment sur de l'art vivant, in situ, donc sur place. Et c'est le lieu et c'est le temps, enfin le moment où ça va se passer, qui vont déterminer l'action, qui vont situer l'action. Là, dans l'exposition, on propose des performances qui ont été réalisées en amont, donc j'appellerais plus ça des rituels, qui ont été captés par une caméra, donc qui ont été archivés, on en a fait de la documentation, et maintenant on les livre au public a posteriori. Donc du coup, on joue avec cette notion de temps et on donne un regard un peu extérieur à la performance. Et surtout, lorsqu'on vous écoute, on s'aperçoit que vous jouez vraiment sur la stimulation des sens. Oui, tous les sens sont en jeu parce que dans la vidéo d'art, la plupart des rituels ont été réalisés en pleine nature. Donc du coup, quand on se réfugie dans la mangrove, où le performeur, par exemple, va prendre du temps pour rentrer entre chaque feuille ou branche de palétuvier pour ne pas la casser, etc. On est complètement immergé et plongé avec le performeur sur des sens comme le toucher, sur des sens aussi comme la vue évidemment, mais aussi l'odorat, l'olfactif, même le gustatif, puisque le soir du vernissage, on a proposé aussi un cocktail avec Compa Cuisto. Donc vraiment, le public, je pense, a été très satisfait samedi soir parce que ça, effectivement, tous ses sens étaient en éveil. Et je pense que le moment de la performance, il est important parce que c'est un moment, vous savez, comme dans le rituel ou une cérémonie. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé avec mon tambour chamanique et avec un chant. C'est comme une espèce d'invocation ou d'appellation pour dire... Voilà, on va vivre ensemble un moment de communion, on est tous ensemble, d'ailleurs le public était, sans qu'on leur ait demandé, ils se sont tout de suite disposés en espèce de demi-lune ou de demi-cercle autour du performeur et devant la façade de la mairie. C'était vraiment pour dire, voilà, on est en train de communier un moment
exceptionnel, où on est hors du temps, où on n'est pas dans notre temps quotidien. La performance, c'est ça, c'est quand à un moment donné, on bascule dans un temps extra-quotidien. Un véritable lien entre les humains. Et puis on voit cette spontanéité qui vous tient à cœur en tant qu'artiste et qui est vraiment votre marque de fabrique. Vous êtes là pour créer quelque chose auquel c'est une surprise. C'est une surprise et là où vous avez tout à fait raison, Éléonore, c'est comment la performance, à un moment donné, crée du lien social. Elle devient relationnelle. Et ça, je pense que c'est très important, d'autant que le sujet même de Cocoloba, c'est parler de la Martinique actuelle et poser un regard poétique, politique sur une Martinique future, voire futuriste. Et donc, du coup, dans cette installation ou cette exposition immersive, il y a une installation sonore de Axel Brisa qui va reprendre une dizaine d'entretiens qu'on a réalisés auprès de 10 personnalités, chercheurs, artistes de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors, il y a Papa Slam, il y a Nicolas Nelzi, il y a Maléika Pénon, Nadia Chonville, Juliette Smeralda, Emmanuel de Rénal, Anaïs Vaspran, Stéphanie Renette. Voilà, donc c'est des personnalités Robert Charlotte, qu'on apprécie aussi particulièrement, qui sont plus ou moins nos amis aussi, puisqu'on nous fait partie de la même communauté. Et du coup, c'était de savoir comment ces différentes communautés qui constituent la Martinique portent un regard qui va être évidemment différent selon comment on se positionne, mais comment on peut mêler, croiser justement ces regards et ces voix. Et donc, quand on rentre dans l'expo, on est entouré justement par ces paroles, par ces prises de parole. Je pense qu'aujourd'hui, en Martinique, on a vraiment besoin aussi de prendre la parole. On a eu une Martinique quand même bouleversée par les insurrections sociales de novembre 21, le déboulonnement des statuts, etc. Et c'est vrai qu'on est aussi sur un art de l'engagement. Et ça vous a permis de digérer ces informations, exactement, de créer et ensuite de faire interagir et réagir votre public. C'est ça, de faire interagir le public, de faire aussi être à l'écoute. Je pense que là, un des sens qui est le plus éveillé en plus du sens visuel, c'est le sens de l'écoute. Et on s'est dit, pour pouvoir basculer dans une Martinique future ou futuriste, puisque c'est à la Maison de la Bourse, il y a quand même beaucoup de touristes qui passent, c'est comment on fait immerger ce public-là dans une Martinique peut-être qui va sortir du côté doudouiste ou carte postale, mais d'être dans une Martinique qui est proche de vraiment, qui est collée à notre réalité, puisqu'il y a une partie de la Martinique quand même qui va mal, et ça il faut le dire. Et donc c'est aussi rendre hommage à ces petites gens, à ces personnes qui ne s'en sortent pas en Martinique. Et je pense que d'un point de vue poétique et politique, c'était important de leur rendre hommage. Et la performance, c'est aussi ça, parce que c'est aussi un acte qu'on appelle subversif, donc du coup qui va au-delà du temps du carnaval qu'on connaît bien ici chez nous, qui va venir révéler des tabous de société. Voilà. Alors tout à l'heure vous évoquiez la mangrove, l'essence. Vous avez choisi de tourner et de filmer et puis de réaliser tout ce projet sur la presqu'île de la Caravelle. Pourquoi ce lieu ? Moi, comme la savane des pétrifications, avec Henriette Olliot, on trouve que ce sont des lieux magiques. D'abord, ce sont les premières strates géologiques de la Martinique, d'où est née la Martinique. Et il y a une certaine énergie, vibration très particulière qui est très différente, par exemple, de la vibration volcanique de Saint-Pierre. Et c'est des lieux où on se sent bien, c'est des lieux où on se sent protégé, c'est des lieux où on sent qu'on a besoin et qu'on peut prendre soin de soi. Et je pense que ce projet, il parle beaucoup de ça, de prendre de la question de la réparation, de prendre soin de soi, et de goûter se prendre soin de soi, quel qu'il soit de manière individuelle ou collective. Et je pense que fusionner avec la mangrove, rentrer dans la mangrove, rentrer dans cette forme de lionnage qu'on peut aussi avoir entre nous, c'est un peu de ça dont on parle dans cette exposition. Oui. Alors ce projet répond à une commande, on peut dire, bravo, vous avez été lauréate du ministère de la Culture. Tout à fait, avec Henriette Olliot. Donc c'est un projet qu'au départ on a écrit à 3, Sandra Maran, Henriette Olliot et moi-même, quand on a postulé. Et on était très contents effectivement d'avoir été choisis. On est à peu près une 8aine d'artistes en Martinique. Quel était le fil rouge d'ailleurs ? Le fil rouge, 264 artistes sur le territoire national, donc en France, ont été sélectionnés. On a à peu près un peu plus d'une quinzaine d'artistes de la Martinique et de la Guadeloupe à avoir été élus. Et je pense que l'envie du ministère de la Culture à ce moment-là, c'était, suite à la crise Covid-19, de donner un coup de pouce, une forme de mécénat à des artistes qui peut-être ne s'en sortent pas ou qui après la crise ont eu des difficultés, et surtout peut-être nous donner l'envie d'entrer dans des projets originaux, des projets de prise de risque où on sait qu'on a un soutien financier et donc du coup on va pouvoir y aller, et des projets qui peuvent prendre beaucoup de temps. Là, comme je le disais en début d'émission, on a pris 1 an et demi pour réaliser ce projet qui a eu plein d'étapes différentes. Et donc en général, quand on crée une création, comme c'est mon cas dans le spectacle vivant, on a, si vous voulez, entre 1 mois et 1 mois et demi de création. Mais
ça va très très vite. Et puis après, il y a le temps de la diffusion. Là, on est sur un temps de recherche, voilà, un temps beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Et ça, moi, je sais que ça me correspond parfaitement. C'est-à-dire, c'est un temps où on va pouvoir digérer les choses, on va pouvoir se remettre en question, on va pouvoir trouver des regards extérieurs, on va pouvoir trouver de la ressource humaine, on va pouvoir convoquer des personnes différentes. Vous voyez, c'est un temps où on va pouvoir vraiment être dans un temps de la digestion. Et ça, je pense que c'est important. La thématique n'était pas anodine, c'était les nouveaux mondes. Oui, donc tout à fait. Les mondes nouveaux. Exactement. C'est toute la différence, justement, de sortir la résilience, le décolonial, de sortir justement de notre histoire, hein, qui est quand même très complexe, cette histoire de la colonisation, du commerce triangulaire, etc. Et justement de sortir de tous ces, voilà, de tout ce qui, des fois, nous colle à la peau. Et là, c'est, comme vous dites, un acte magique, résilient, effectivement, et aussi magique, c'est-à-dire, au départ, l'envie d'Henri et moi, c'était créer un lacou avec toutes ces personnalités, savoir, à un moment donné, il faut qu'on se pose ensemble et qu'on se mette à s'écouter, à discuter et à se parler. Mais on le sent d'ailleurs chez vous, parce que quand on regarde aussi les années qui se sont déroulées avant ce projet-là, vous avez travaillé en solo, et puis vous avez travaillé en collaboration. Et de nouveau, vous avez réitéré cette expérience, ça vous enrichit forcément. Je trouve que la collaboration, elle est d'autant plus riche que, pour moi, on n'est pas dans des rapports, mais dans des relations. C'est-à-dire qu'on est vraiment, comme disait Édouard Glissant, dans la politique de la relation, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on est touché par l'autre et comment on rentre aussi, et Robert Charlotte, il en parle très bien dans les entretiens sonores, où il parle d'intime, et qui disait, c'est pas facile de se connecter à l'intime de l'autre, parce qu'on ne donne pas à voir facilement son intime. On a des masques sociaux, des masques de représentation, et c'est normal, ça fait partie des codes sociaux, sociétaux, en fait. Sauf que quand on est en création, on retire ces masques. À un moment donné, on est vraiment soi-même. Et moi, je sais que j'ai un grand besoin, mais depuis toujours, d'authenticité. Et je pense que c'est pour ça que je performe, en fait. C'est-à-dire que je sens que dans cette situation-là, quand je me réfugie dans la mangrove, par exemple, je suis complètement moi-même. Et quand je propose à d'autres artistes de venir avec moi dans la mangrove, de me faire confiance, c'est ça que j'aime dans la collaboration, c'est qu'à un moment donné, on y va. J'ai eu aucun refus. Ah, si j'ai eu un refus, je dirais pas qui, mais sinon, sur les dizaines d'artistes à qui j'ai proposé des entretiens, où on se dévoile quand même, on donne une part de soi-même, voilà, les gens m'ont fait confiance, et c'est ça que je trouve beau aussi dans la collaboration artistique, et c'est peut-être pour ça que je suis rentrée aussi au pays, c'est que j'ai senti qu'il y avait cette possibilité de se faire confiance et de lyonner, voilà, de partager ensemble. Et d'évoluer ensemble, exactement. Alors pour le public, à quoi doit-il s'attendre quand il va venir au niveau des émotions? Alors, il va s'attendre à déjà arriver à la Maison de la Bourse, monter un escalier, et au fur et à mesure qu'il va monter cet escalier en colimaçon, il va commencer à écouter les voix. Les voix, cette installation sonore qui va le faire déjà voyager par l'écoute. Et puis, il va en même temps assister il va voir des écrans et assister à des vidéos d'art. Et là, il va devoir faire un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'immerge dans l'exposition, il se balade entre les vidéos et les photographies, mais il reste connecté aux voix du dehors, qui sont celles de Papa Slam, Nicolas Nézil, Malaïka Pénon, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, il décide de s'isoler, et du coup, on a créé des espaces d'isolement comme ça, où il prend le casque, et là, il va rentrer en immersion, il va s'immerger avec l'artiste dans la mangrove, avec l'artiste en train de faire son rituel. Donc du coup, on est sur une double perception, c'est-à-dire soit une perception où on va rentrer dans l'intime, ou soit une perception où on va s'ouvrir sur le dehors. Et c'est ça que j'aime bien. Oui, c'est une expérience aussi proprioceptive, tout à fait. C'est pour tout âge? Alors non. C'est important de dire quel public. C'est important de le dire. C'est-à-dire que si les parents décident de venir avec leurs enfants, puisqu'il y a quand même de la nudité parmi les performeurs qui performent dans la mangrove, etc., à ce moment-là, il faut que les parents briefent. Et de toute façon, les parents seront briefés dès le rez-de-chaussée par Sandra qui accueille à l'Office du tourisme. Moi, j'ai fait le choix avec Anne-Catherine Berry, nous avons fait le choix d'organiser une visite scolaire guidée avec des classes de 3e du collège de Saint-Pierre. Mais à ce moment-là, on a décidé de faire un focus justement sur qu'est-ce que la nudité. La nudité n'est pas la pornographie. Il faut faire une grande différence. Vous accompagnez vraiment. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi il a été nécessaire à ce moment-là pour l'artiste d'être dans une forme de nudité ou de semi-nudité.
désir, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin d'expressivité authentique, besoin de fusionner avec la nature, de faire un avec la nature, besoin de ne pas être justement dans un corps social, mais de tout d'un coup sortir de son corps social et du coup d'être différent, autrement. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir, si vous voulez, déconstruire avec les élèves. Et c'est hyper important parce que la nudité, évidemment, en Martinique, est un sujet tabou. Donc du coup, c'est comment on va accompagner les élèves. Par contre, quand on n'est pas là, c'est-à-dire quand la visite n'est pas guidée, c'est vrai que c'est important que, voilà, si les parents décident de venir avec leurs enfants, qu'ils leur expliquent. Là, pendant le vernissage, il y avait des enfants, dont mon fils qui a 3 ans, donc c'est tout à fait possible. Mais voilà, après, il faut décoder. Un art très original. Voilà. Donc, décoder, exactement, que ça soit pour les plus jeunes et même pour les adultes, ça peut aussi amener à être d'autant plus attractif pour eux. Parce que finalement, c'est des fois la méconnaissance qui empêche le public d'apprécier la nouveauté. Il y a soit la méconnaissance, soit la peur. C'est-à-dire, ou la gêne, vous voyez. Et le fait bon, en plus, ce qui est assez chouette à la Maison de la Bourse, c'est que c'est un espace qui est plutôt ouvert. Et donc, quand on y entre, bon, il y a pas, voilà, on se sent bien. Il n'y a pas foule et on n'est pas complètement compressé. C'était le soir du vernissage, mais là, ça va être plus cool. Donc, du coup, ça permet vraiment de prendre son temps. Et je pense que moi, c'est ce que je retiens comme quand je fais mes rituels chamaniques, c'est ralentir et prendre son temps. Et je pense que cette exposition... Et être ancré. Et je pense que cette exposition, elle est vraiment là pour ça, pour nous donner l'envie, la nécessité de ralentir. Alors, je vous propose de rappeler les dates de cette exposition, le lieu précis, et puis si vous avez un site internet, de pouvoir nous le donner. Oui, alors les dates, donc l'exposition a démarré le 8 avril, elle a lieu jusqu'au 26 avril, inclus, donc c'est un mercredi. Les horaires, ce sont les horaires de l'Office du tourisme, donc il faut appeler l'Office de tourisme de Saint-Pierre, mais en gros, c'est les lundis, mardis, jeudi en matinée et en après-midi avec une pause déjeuner et ça va jusqu'à 17h et les mercredis et vendredis ça ferme à 13h. Voilà. D'accord. Donc c'est fermé le samedi et le dimanche. Et alors vous pouvez retrouver toutes les informations sur. Nous avons une page Facebook et une page Instagram de Art Incidence, qui est le nom de la compagnie, ARTINCIDENCE, voilà. Et puis vous pouvez aller aussi sur le site de la compagnie artincidence.fr où vous allez retrouver sur le blog actualité l'exposition, mais aussi sur une page spécifique à l'exposition Cocoloba Caravelae Planète. Eh bien, merci beaucoup Annabelle pour nous avoir présenté. C'était très riche et dense. On sera impatients de pouvoir suivre vos prochaines aventures et votre créativité. Merci Eleonore. À bientôt. À bientôt, merci Zitata. Merci beaucoup les Zitata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.